cette émission. Nous sommes avec le docteur Alassane Dia, président du mouvement Touche pas à ma nationalité de la Mauritanie. Nous serons également avec Baba Amdi, artiste, musicien, compositeur que l'on ne présente plus. Bonsoir, monsieur Dia. Bonsoir. Donc vous êtes comme je disais, vous êtes le président du mouvement Touche pas à ma nationalité de la Mauritanie. Parlez-nous un peu de ce mouvement. Alors, ce mouvement est né en juin 2011. En fait, il est un conglomérat de mouvements. Ce sont des mouvements qui se sont réunis. Le mien, celui auquel j'appartenais, qui s'appelait Conscience citoyenne. Un autre qui s'appelle Initiative mauritanienne pour l'égalité et la justice. Et un autre encore qui s'appelle Kautal. Ce sont ces mouvements-là qui se sont réunis pour fonder Touche pas à ma nationalité en mai 2011. Mais la première sortie s'est faite le 30 juin 2011. Alors, Touche pas à ma nationalité a été motivée par l'enrôlement qui est encore en cours en Mauritanie, une opération d'enrôlement qui a été décidée donc par le régime en place, celui du président Mohamed Ould Abdelaziz, donc depuis 2011. Cet enrôlement, en fait, nous avons jugé qu'il était discriminatoire et raciste, qu'il écartait. L'enrôlement, c'est une sorte de recensement. C'est un recensement, mais en fait là, ce ne sont pas les recenseurs qui vont vers les gens. On a créé des centres qu'ils ont appelés des centres d'accueil du citoyen, que nous appelons centres de rejet du citoyen, dans lesquels les gens viennent. Donc vous avez affaire à une sorte de tribunal, il y a un gendarme, un policier, un administrateur, etc. Ils sont 5 ou 6, donc ils doivent tous approuver votre dossier pour qu'on puisse vous enrôler. Ça, c'est dans le but... Vous certifiez comme étant de nationalité mauritanienne. Oui, en quelque sorte, parce qu'en fait, il le nie. Mais en fait, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il s'agit en fait de renouveler les pièces de l'état civil mauritanien sous le prétexte officiel de doter la Mauritanie d'un état civil biométrique, fiable donc et sécurisé. C'est cela l'objectif, noble objectif en soi. Mais le problème, c'est l'instrumentalisation qu'on en a fait. Parce qu'en fait, la Mauritanie a une histoire sur laquelle il faut revenir. Je ne serai pas long, mais je devrais quand même expliquer que dans les années 80, il s'est passé une sorte de génocide, je dirais même un génocide en fait. En Mauritanie, on ne le qualifie pas de tel, on l'appelle le passif humanitaire. Mais en fait, c'est un génocide parce que un génocide, c'est quand vous visez une communauté, soit une communauté de religion, une communauté ethnique, linguistique, etc. Quand vous visez en fait une communauté en particulier et que vous cherchez à la détruire. Et c'est ce qui s'est passé en Mauritanie dans les années... dans la deuxième moitié des années 80, jusqu'en 91, de 86 à 91. Parce qu'en 86, on a arrêté tout ce qui était intellectuel noir mauritanien, sous prétexte que les Flammes avaient publié donc un manifeste qui s'appelle le manifeste du négro mauritanien opprimé, dans lequel ils recensaient en fait tout ce qu'ils considéraient comme étant l'accaparement, on va dire, du pouvoir et de tous les rouages de la vie nationale par une seule et même communauté. D'accord? Donc ça, c'est les arrestations de 86. Ensuite, en 87, il y a eu une tentative de coup d'État, même pas une tentative, en tout cas, l'idée de faire un coup d'État de militaires noirs qui voulaient justement prendre le pouvoir, parce que chez nous, c'est comme ça qu'on conquiert le pouvoir. Donc ces gens-là, ils ne sont pas passés à l'acte, mais ils ont été arrêtés donc avant, découverts avant et arrêtés, et on en a condamné 3 à mort qui ont été fusillés en décembre 87. Passé ces 2 étapes, il y a eu 89, avec les événements qu'il y a eu entre la Mauritanie et le Sénégal. La Mauritanie en a profité pour débarrasser son administration et le pays de manière générale d'une grande partie de la communauté noire. 120 000 Mauritaniens noirs ont été déportés vers le Sénégal et le Mali. L'État mauritanien a fini évidemment par le reconnaître depuis 2005, depuis la chute donc, de Maawiya, sous le règne duquel ces choses-là se sont passées. Donc c'était un génocide. Et c'est ce génocide-là qui continue encore aujourd'hui à travers cet enrôlement. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé, le contexte a changé. On ne peut plus tuer impunément, on ne peut plus déporter impunément, et donc on le fait autrement à travers les papiers. Parce qu'on est en train de renouveler l'état civil, on en profite pour éliminer le maximum de noirs possible donc de l'état civil. Ils ne peuvent plus avoir accès, quand ils ne sont pas enrôlés, ils ne peuvent plus avoir accès à leurs documents d'état civil. Actuellement, les Maures blancs sont minoritaires en Mauritanie. C'est comme une minorité majoritaire. Bon,
on peut les considérer effectivement comme minoritaires, parce que si on se fie simplement à la peau, évidemment, les morts blancs... C'est-à-dire si on enlève les haratines. Si on enlève les haratines qui de plus en plus se réclament d'une identité à part entière, qui ne serait pas rattachée à celle des morts blancs. D'accord? Donc, de ce point de vue, évidemment, ils sont minoritaires. Mais qu'ils soient minoritaires ou pas, parce que eux, c'est justement le prétexte qui est pris en Mauritanie. La politique d'arabisation, elle est justifiée par le fait qu'on dise que les Arabes sont majoritaires dans le pays. Mais la majorité ne donne pas le droit, justement, de nier les droits des autres. Donc, le droit de la majorité s'arrête là où commence celui donc, des minorités. Même si, évidemment, nous ne reconnaissons pas que les communautés noires soient minoritaires. Je veux dire, quand je dis les communautés noires, je parle des composantes, Soninké, Wolof, Peul, Bambara, etc. et Haratine, chacune mise à part. Évidemment, la grosse majorité de la Mauritanie est noire. Mais quand vous voyez l'establishment, quand vous voyez le pouvoir, vous ne voyez évidemment que les morts blancs. Le problème, c'est qu'il y a un système qui est mis en place en Mauritanie. Ce système qui exclut en fait les Noirs, ce système, il est à la solde de l'arabité de la Mauritanie. Mais ce système, il est composé tout autant de morts blancs que des autres composants du pays. Parce qu'il y a des Peuls parmi ces gens-là, il y a des Wolofs, il y a des Soninké, etc. Mais, en tout cas, ce système est au service de l'arabité de la Mauritanie. Ce système nie en fait, quelque part, l'africanité de la Mauritanie. Et c'est ce problème-là que nous avons vu à travers cet enrôlement. Nous avons vu que les Noirs étaient systématiquement rejetés au début. En particulier des personnalités des plus éminentes qui ont occupé des fonctions ministérielles à l'époque, enfin avant quoi, dans les années 60 ou 70 et même 80. Ces gens-là, si on leur refuse donc l'enrôlement, que dire du Mauritanien lambda noir de la vallée du fleuve? Et c'est ce que nous avions vu, nous l'avons donc dénoncé, nous l'avons combattu, en premier lieu en organisant d'abord des sit-ins, et puis nous sommes passés à une marche supérieure en organisant des marches, etc., qui ont d'ailleurs toujours été réprimées et qui ont vu la gendarmerie tirer sur la foule, par exemple, du côté de Magama, dans le sud, où ils ont tué un adolescent de 17 ans. Oui, excusez-moi. Vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, en Mauritanie, il y a un système qui autorise 5 autorités de l'administration à décider qui sera mauritanien et qui ne le sera pas. Et depuis quand ça a commencé? Ça a commencé officiellement le 28 novembre, parce que le 28 novembre, c'est la date de l'indépendance de la Mauritanie, le 28 novembre 2010, officiellement. Mais en fait, le lancement effectif du travail a commencé en fait en mai 2011. Ces commissions que vous trouvez donc dans les centres d'accueil du citoyen dont je parlais tout à l'heure, en fait, elles ne sont pas normalement investies de ce pouvoir-là. Elles doivent recenser tous les Mauritaniens. Il suffit que vous vous présentiez avec vos papiers. Normalement, on vous recense. Mais le problème, c'est que ce n'est qu'un prétexte en vérité pour rejeter le maximum de Noirs. Et ça, c'est la continuité justement de la politique qu'il y a eu depuis le début. Parce que la politique a toujours été une politique d'exclusion en Mauritanie. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est rejeté? Je veux dire, je suis né en Mauritanie, je suis Haratine. On va prendre cet exemple. Je vais m'enrôler et il se trouve que je ne suis pas reconnue en tant que Mauritanienne. Qu'est-ce que je fais? Vous restez apatride. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On est en train de rendre des gens, une grande partie des Mauritaniens, apatrides dans leur propre pays. Parce qu'en fait, le seul recours que vous ayez quand vous êtes rejeté par un centre d'accueil du citoyen, donc centre de rejet plutôt, c'est que on vous dit de retourner en fait au centre qui se trouve dans l'endroit où vous êtes né, c'est-à-dire dans la région ou dans le département où vous êtes né. Mais rien ne garantit que vous allez être recensé si vous allez là-bas aussi. Et le problème, c'est que même si vous ne pouvez pas prouver que vous avez été rejeté. Enfin, vous pouvez le prouver par le seul fait que vous n'avez pas les nouveaux documents d'état civil. Mais c'est-à-dire que quand vous venez dans un centre et qu'on vous refuse l'enrôlement, on ne va pas vous donner un papier pour dire que vous êtes passé pour vous enrôler, mais que pour telle ou telle raison, on vous l'a refusé. Vous êtes enrôlé? Moi, je suis enrôlé. Moi, je suis enrôlé parce que moi, je n'ai pas ce problème. Mais le problème, c'est le Mauritanien lambda. Et il y a beaucoup qui sont dans cette situation. Non. Moi, mon problème, oui, c'est qu'aujourd'hui, j'imagine qu'au Sénégal, qu'on se réveille et que ce système soit instauré. Mais les Sénégalais n'iraient pas. Oui, le Sénégal, vous avez dit le Sénégal. Ce sont deux réalités différentes. Et la réalité de la Mauritanie, c'est cette réalité biraciale.
ces problèmes d'identité. La Mauritanie a un problème identitaire de base. Géographiquement, vous êtes entre... Géographiquement, nous sommes situés donc, à la lisière de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Mais politiquement, nous appartenons maintenant à l'Afrique du Nord. Alors moi, c'est ce problème de revendication identitaire qui me fait sursauter. Tellement d'identité, tellement de diversité. Il ne serait pas plus facile de se fédérer autour d'une... Enfin, comme on a fait au Sénégal, par exemple. Toutes les diversités sont représentées. Le Diola se sent sénégalais, le Serer se sent sénégalais, etc. On est fédéré autour de la langue Wolof, on est fédéré autour de la culture Wolof. Je ne sais pas pourquoi ce besoin de faire une séparation arabe, négro-mauritanien. Je ne comprends pas cette volonté de vouloir coûte que coûte dire que j'appartiens. Parce que c'est très dangereux. Toutes les guerres qui ont eu lieu, c'est des guerres d'appartenance, c'est des guerres d'identité. Et ça, c'est ancré au plus profond de l'être humain. On est vraiment passionné quand il s'agit d'identité, quand il s'agit d'appartenance. Moi, je pense que c'est un réel problème de cette volonté-là de dire que j'appartiens, l'autre n'appartient pas, moi j'appartiens. Justement, c'est ce que nous combattons. Nous combattons pour une citoyenneté pleine et entière de tous les Mauritaniens. C'est ce que nous voulons. Nous voulons une Mauritanie qui soit débarrassée des démons du racisme, de l'esclavage, puisqu'il y existe encore. Nous sommes le dernier pays au monde à avoir aboli l'esclavage, en 81. Vous vous rendez compte? Là maintenant il est criminalisé et il est devenu il a été mentionné dans la Constitution que c'est un crime contre l'humanité, etc. Mais le problème c'est l'application des lois. Donc nous, notre problème c'est que tous les Mauritaniens, nous voulons que tous les Mauritaniens, indépendamment de leurs origines ethniques, claniques, tribales, etc., que tous les Mauritaniens soient sur le même pied d'égalité. Mais pour cela, il faut évidemment que tous les Mauritaniens se reconnaissent. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Parce que vous... tout à l'heure, vous disiez de la manière la plus naturelle possible que chez vous, la transition se fait par un coup d'État. Et ça c'est venu tellement naturellement. Est-ce que vous êtes prêts à cela? Parce qu'il y a des préalables à tout ce que vous venez de dire. Le problème, c'est que c'est la réalité du terrain. Chez nous, toutes les alternances au pouvoir se sont faites à travers un coup d'État, sauf une seule, c'est celle du président Sidi Ould Cheikh Abdallahi, qui a été élu démocratiquement en 2007 et qui a été renversé par le président actuel. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce que la Mauritanie est prête pour touche pas à ma nationalité? Non, la preuve c'est que nous sommes réprimés. La Mauritanie n'est évidemment prête, mais nous nous battons pour ça. Nous nous battons pour l'idéal d'une Mauritanie débarrassée de ces démons-là, du démon du racisme, du démon de l'exclusion sur la base ethnique, ou bien de l'exclusion sur la base raciale, etc. C'est de cela que nous ne voulons pas. Qu'en 2016, qu'on soit sur un plateau, qu'on parle d'esclavage, qu'on parle de... C'est quand même hallucinant. C'est hallucinant, c'est aberrant. Les identités sont meurtrières, mais c'est la réalité de notre pays. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est justement que le pays avance, que le pays se débarrasse donc de tous ces démons-là, que le Peul du Fouta, ou que le Soninké du Guidimaha, que le Maure, que le Wolof du Wallo, que tout le monde se sente véritablement mauritanien, que tout le monde se reconnaisse à travers toutes les institutions. C'est cela le problème de la Mauritanie. Quels sont les moyens de vos combats? Notre combat, il s'inscrit dans le strict cadre de la légalité. Tout ce que nous le faisons dans le cadre de la légalité, parce que nous organisons des marches, nous organisons des sit-ins pour dénoncer les choses. Donc nous en sommes là aujourd'hui. Et malheureusement, ce n'est pas très porteur. Nous craignons pour notre pays, justement, elle en parlait tout à l'heure, parce que les identités sont extrêmement dangereuses. Et ce qu'on voit aujourd'hui en Mauritanie, c'est le repli identitaire. Chacun est en train de se replier sur ce qu'il était en fait. Vous avez en manifeste des haratines qui a été produit, qui organise une manifestation tous les ans depuis 3 ans. Il y a aujourd'hui, les Soninké se sont constitués et ont publié un manifeste des Soninké de Mauritanie. Les Wolofs, c'est la même chose. Donc vous voyez que c'est le repli identitaire. Mais ce repli, c'est pas que nous le voulions. Moi, je suis dans une posture dans laquelle je ne suis pas à l'aise. Moi, je n'aurais pas souhaité aujourd'hui me mettre là à parler d'identité. Parce que simplement, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'inconcevable, c'est aberrant. Mais malheureusement, nous en sommes là, en Mauritanie. Nous sommes en train donc de travailler de sorte que nous puissions dépasser justement ce stade-là. C'est d'autant plus dommage, juste pour terminer,
docteur Dia, que avec un peu plus de recherche historique, les gens auraient su que on aurait pu en parler en première partie avec le professeur Diallo Diop. Des recherches il est avéré que les populations arabes, au départ, étaient des populations noires, ce qui est évident en fait, parce que vu la proximité de l'Éthiopie et de la péninsule arabique, les premiers habitants de la péninsule arabique, c'était des Noirs qui étaient venus d'Éthiopie. Donc les premières tribus arabes que l'on connaît, qui sont Ad, Samoud, toutes les tribus Ous, toutes les tribus Jurhum, c'est des tribus qui au départ étaient noires. Les Quraysh, n'en parlons même pas parce qu'ils sont afro-descendants aussi, voilà, et même dans la famille du prophète Abdul Muttalib, les fils d'Abdul Muttalib étaient reconnus pour être des personnes à teint foncé, et même parmi eux, il est reconnu que Al-Abbas était le plus foncé, Abdallah ibn Abbas était grand, costaud et noir. Il y a beaucoup d'afro-descendants parmi les Quraysh, que ce soit Omar ibn Khattab, que ce soit Amr ibn As, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment dommages. Les gens ne savent pas que les Arabes se sont blanchis avec le métissage par les Perses et par les Turcs. Donc tout ça, c'est des choses que les gens aimeraient. Il suffit de lire quelqu'un comme Al-Jahiz, qui est un auteur prolifique du 8e siècle, le 8e, 9e siècle, et qui a écrit Fakhr al-Soudan al-Bidan, la fierté du noir sur le blanc. Toutes ces choses-là, vous pouvez le voir aisément dans des écrits comme ça. Même récemment, un Chinois qui est anthropologue, qui est généticien même, qui s'appelle Jin Li, a démontré que les premières populations chinoises étaient des Noirs qui sont venus d'Afrique de l'Est. Et tout ça, c'est des choses maintenant qui sont reconnues, des thèses qui sont reconnues et qui ont comme précurseurs des professeurs comme le professeur Cheikh Anta Diop. Donc tout ça, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance dedans et il y a beaucoup de choses qui font que voilà, les Noirs sont stigmatisés et qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes en fait. Oui, toute la difficulté en Mauritanie, c'est un problème d'identité. C'est qu'on a voulu imprimer au pays une identité exclusivement arabe. Ce qui fait que les autres, évidemment, se retrouvent dans la position où on leur dénie leur mauritanité. C'est cela le problème de la Mauritanie. Je le disais tout à l'heure mais au départ, vous parlez seulement de la langue, en fait. Parce qu'une langue, il faut une langue qui fédère aussi. Moi, sur ce plan-là, peut-être je ne suis pas trop d'accord, parce que moi, je suis quelqu'un qui prône voilà, la fédération linguistique, comme le Wolof, qui devrait être une langue officielle au Sénégal, parce que tout le monde la pratique. L'arabe pourrait être une langue officielle en Mauritanie, comme la France a fait du français la langue officielle. Vous savez qu'il y a jusqu'à présent, je vous parle, 15 langues en France. Une quinzaine de langues qui sont des langues codifiées en France, 15 langues. Je suis linguiste et je suis bien placé pour le savoir. Le problème en Mauritanie, ce n'est pas cela. Le problème, c'est l'instrumentalisation de l'arabe. En fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le pays, à un moment donné, le système politique qui gère le pays a voulu une arabisation en profondeur de toute la société mauritanienne. C'est cela le problème. Il ne s'agit pas simplement d'une langue unitaire. On veut bien d'une langue unitaire et en général, les langues unitaires s'imposent d'elles-mêmes. C'est l'histoire du Wolof, par exemple, ici au Sénégal. Mais le problème, c'est que là-bas, on vous impose une identité qui n'est pas la vôtre. Donc, on va terminer, Monsieur Dia. Donc, le mot de la fin et on va passer à Baba Hamdi. Le mot de la fin, c'est simplement d'attirer justement l'attention. Merci déjà de nous avoir donné cette opportunité de nous adresser pas seulement aux Mauritaniens, aux Sénégalais, mais aussi au-delà du Sénégal, à toute la sous-région, pour dire qu'en Mauritanie, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, qui ne peuvent pas continuer. Et il faudrait évidemment que nos voisins aussi gardent un œil sur ce qui se passe chez nous, parce que nous sommes dans une perspective où nous devrions être tous dans la même direction. Perspective panafricaniste. Moi, quand je venais hier ici au Sénégal, pour traverser la frontière, ça a été un problème. Parce qu'en fait, il faut tout un tas de formalités, etc. qu'il faut. J'ai perdu 3 heures rien que pour traverser entre Rosso Sénégal et Rosso Mauritanie, 500 mètres. Vous voyez, donc ça, c'est pas normal. Si nous voulons aller vers une Afrique qui va se développer, qui va en tout cas changer de statut, il faudrait évidemment que nous débarrassions de cet art-là. Et l'une de ces arts, c'est le fait que chacun de nous reste dans son coin et qu'il ferme l'œil sur ce qui se passe chez le voisin. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Monsieur Dia.